Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et ça prend dans un instant pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, j'aimerais qu'on parle ensemble aujourd'hui d'un sujet qui est un peu annexe à ce dont on parle sur la chaîne. Les violences commises contre les enfants, ça fait quand même partie des luttes féministes et j'aimerais vraiment qu'on discute de ce qui s'est passé dans cette école maternelle à Paris, dans le 15e arrondissement. Je pense que vous avez tous et toutes vu les images. Une enseignante d'une cinquantaine d'années qui avait une vingtaine d'années d'expérience dans l'enseignement derrière elle. Elle a été filmée en train de frapper un enfant dans le dos avec le plat de la main, donc comme si elle lui mettait une claque assez forte dans le dos. L'enfant a redoublé de pleurs et elle a versé sur la tête de l'enfant ce qui semble être un verre d'eau pour essayer de calmer l'enfant. Bon voilà, si comme moi vous avez une bonne idée de ce que c'est qu'un enfant de 3 ans, vous vous doutez bien que 1, évidemment la méthode n'a pas fonctionné, que 2, ça a empiré les choses, et que 3, c'est une attitude parfaitement honteuse. Et ça n'a absolument aucun sens de voir ça dans une école. C'est censé être un endroit dans lequel on met nos enfants pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'on puisse leur apprendre certaines choses qu'on ne peut pas apprendre quand on n'est pas, qu'on ne peut pas enseigner à un enfant quand on n'a pas eu de formation spécifique. Les professeurs des écoles en petite section de maternelle, ils ont comme un programme en fait afin d'apprendre aux enfants. Et ce programme-là, quand on met nos enfants à l'école, on attend qu'ils soient simplement enseignés. On n'attend pas qu'un enseignant ou qu'une enseignante mette des coups sur nos enfants. Et donc, c'est grave ce qui se passe. C'est assez grave. Elle a été suspendue par le rectorat. Et ce qui est assez malheureux, je trouve, à mes yeux, ce que j'ai essayé d'expliquer hier sur Twitter, c'est que si on choisit de rester sur cet angle, qu'est-ce qu'on va dire en fait? On va s'indigner ensemble, on va dire bah oui, ce qu'elle a fait c'est pas bien, elle va être suspendue, hein, elle va probablement être suspendue, probablement définitivement, c'est pas sûr, hein, mais c'est vraisemblable. Et puis on va s'indigner, et puis on va oublier, et puis on va passer à autre chose, quoi. Et je pense que c'est pas évidemment pas le bon angle à prendre. Je pense que s'il y a un angle qu'il faut prendre là-dedans, c'est comment se fait-il que les faits de maltraitance à l'éducation nationale sont si fréquents. On avait fait un épisode là-dessus, je vous inviterai à le retrouver sur la chaîne si ça vous intéresse, où on avait lu un petit peu ce que les stylos rouges disaient quand ils avaient fait une enquête auprès de plusieurs dizaines de milliers d'enseignants. Et ils parlaient justement de la maltraitance. Et tous les enseignants disaient, de la maltraitance on en subit, activement et passivement de la part de nos élèves, de la part des parents d'élèves, de la part du rectorat, de la part des politiques évidemment, parfois de la part de nos propres collègues, et de la maltraitance on en reproduit aussi, activement ou passivement. Alors ça peut aller parfois à des gestes, ce qui n'est jamais excusable, sur les élèves, et je vous avais lu quelques témoignages d'enseignants qui m'avaient dit avoir craqué, j'avais reçu pas mal de témoignages. Depuis, je dois être à 12 témoignages à peu près d'enseignants qui me disaient mais j'ai craqué en fait, je me suis fait cracher dessus par un enfant et j'ai craqué, je l'ai pris et je l'ai soulevé et je l'ai cogné contre le mur quoi. Il avait 14 ans. Et donc il peut y avoir des gestes de maltraitance active mais des gestes de maltraitance passive aussi, c'est-à-dire des petits mots parfois un petit peu assassins ou alors vous voyez quelque chose qui est pas normal en classe et vous le laissez passer alors que vous savez que ça n'est pas normal, ce qui est en train de se produire. Et du coup, le risque je trouve avec la façon de prendre ce genre de fait sous l'angle simplement du fait divers individuel et de dire regardez comme c'est pas bien ce qu'elle a fait, déjà je pense qu'elle a besoin de personne pour savoir que ce qu'elle a fait c'est pas bien. Et la sanction qu'elle va recevoir, à mon avis, va être largement à la hauteur de la gravité de son geste. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça se reproduise? Si on refuse de prendre un tout petit peu de hauteur sur ce genre de truc et qu'on va simplement dire c'est pas bien, et bah en fait les faits de maltraitance ils vont se multiplier. Là on les a vus parce qu'ils ont été filmés par une parent d'élève qui était présente dans la classe, mais les parents d'élèves sont pas présents dans les classes, vous ne savez pas ce qui se passe dans les classes de vos enfants. On n'est déjà pas au courant en tant que parent quand un enfant est harcelé, même si c'est son propre enfant, parce qu'il n'ose pas en parler, parce que les gens n'en parlent pas vraiment, parce que malgré tout ce qui est mis en place, c'est pas forcément évident de voir ce genre de choses, parce que quand c'est relayé entre les enseignants, ça remonte pas à la direction ou la direction arrête l'information, l'information ne va pas plus loin. Et ce serait quand même bien de pouvoir se dire que il faudrait que l'éducation nationale soit un environnement sain. Et quand on se penche un tout petit peu sur le fond de cette histoire, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit déjà que cette enseignante, en 20 ans, a priori, c'est la première fois qu'elle commet ce type de geste. Alors, on n'est pas avec elle dans la classe. Peut-être que ce n'était pas la première fois, mais en attendant, les parents sont quand même relativement procéduriers aujourd'hui. Quand il y a le moindre incident, ils n'hésitent pas à prévenir soit l'inspectrice, soit le rectorat. Elle n'a jamais eu de rapport d'incident. Et donc, on n'est a priori pas en face d'une personne pour qui l'usage de la violence est une habitude. On n'a pas les fameuses phrases du type « Ah bah ouais, on savait qu'elle était un peu machin machin ».
Donc, a priori, ça a touché une Madame Tout-le-Monde. Il y a une Madame Tout-le-Monde qui a mis une tape assez forte derrière l'enfant. Et derrière, on voit quoi? On voit que cette femme, qui a plus de 20 ans de carrière, elle a plus de 50 ans maintenant, elle est en charge d'une classe de 28 enfants. Je pense que vous ne réalisez pas, hein, 28 enfants de 3 ans, 2 enfants qui ont des dossiers MDPH et qui n'ont pas d'AESH avec elle en classe, c'est-à-dire qu'elle a 2 enfants avec des besoins spécifiques. Alors ça peut être tout type de besoins, je n'ai pas d'informations précises là-dessus, mais ça peut être des formes d'autisme, comme des troubles 10 avancés, comme des troubles déficitaires de l'attention. C'est très difficile à dire, et donc elle se retrouve toute seule, sans AESH, à devoir gérer 28 enfants. C'est évidemment impossible. Ça n'est évidemment pas raisonnable de demander ça à un être humain, quel qu'il soit, et ni elle n'en serait capable, et la preuve, elle n'en a pas été capable. Pour avoir commis un geste aussi grave, à savoir lever la main sur un enfant, c'est qu'elle n'est pas capable de gérer une classe de 28 enfants. Mais je vais vous dire un truc, des instits qui peuvent gérer 28 enfants à l'âge de 3 ans, je pense qu'il n'y en a pas. Je ne pense qu'il n'y en a pas. Et je pense qu'à chaque fois que vous mettez votre enfant dans une école et que l'enfant se retrouve, enfin un enfant de 3 ans se retrouve dans une classe de 27, 28, 29, 30, je pense que vous n'avez pas idée de la difficulté que ça représente et potentiellement des maltraitances actives ou passives que ça peut entraîner. D'autant plus qu'aujourd'hui, le nombre d'enfants qui ont des besoins spécifiques explose complètement parce qu'on les diagnostique mieux, probablement. Il n'y a certainement pas d'épidémie. Je veux dire, c'est pas un virus qui provoque des troubles 10 ou de l'attention ou de l'autisme, bien évidemment, mais on les détecte mieux. Donc aujourd'hui, on est en mesure de dire, tel enfant, il faudrait lui faire un aménagement du temps scolaire, donc faire en sorte qu'il n'aille à l'école qu'un jour sur 2 ou qu'une demi-journée quand c'est difficile pour lui, etc. Avoir du coup une aide à ses côtés, parfois pendant la totalité du temps scolaire. Et ça n'est pas... Ce n'est pas un luxe, c'est indispensable en fait. C'est indispensable parce que il y a des solutions qui existent, solutions annexes qui existent. C'est-à-dire que si l'enfant a un trouble du développement intellectuel, ça peut arriver. Il y a des écoles Ulysse qui sont spécialisées justement avec ce type d'enfants. Mais si les handicaps des enfants sont jugés suffisants pour recevoir une aide, mais pas non plus trop importants pour ne pas pouvoir bénéficier de la collectivité dans une école qui ne serait pas une école Ulysse, là, il faut donner l'aide. En fait, il faut que l'éducation nationale fournisse aux enseignants dans les classes, qui plus est avec des enfants. Je veux dire, je vous donne un exemple idiot, mais vous avez 28 enfants, d'accord ? Et je sais pas, vous êtes le matin, c'est la rentrée scolaire, en plus de ça. Les enfants, ils ont 3 ans, ils sont en pleine crise de l'abandon. Là, on est en plein dedans. Là, on ne peut pas faire plus dans la crise de l'abandon qu'à l'âge de 3 ans. Vous en avez 30 à gérer. 3 ans. Et vous êtes toute seule. Et vous en avez 2 qui ont des besoins spécifiques. Et les parents les déposent à 8h30, il faut les faire rentrer dans la classe. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vous parle de maltraitance passive. Voici un exemple typique de maltraitance passive. Qui, pour le coup, ça n'est même pas imputable à qui que ce soit. Vous avez un enfant parmi tout cela qui vit très très mal la rupture avec la mère, qui pleure, et puis qui, dans un couloir, au lieu d'aller à gauche pour aller dans la salle de classe, vous êtes l'instit, vous devez gérer les enfants dans la cour, ceux qui rentrent dans votre salle, etc. Vous êtes toute seule pour en gérer 30, il y en a un qui va dans les toilettes et qui va pleurer dans les toilettes, par exemple. Et vous avez une maman d'élève qui passe par là, et cette histoire est une histoire vraie, si je vous la raconte, c'est parce que ça fait partie des témoignages qu'on m'avait envoyés. Et une maman d'élève qui va voir l'enseignante en disant, mais attendez... il y a un enfant qui pleure dans les toilettes et vous faites rien. Mais, je veux dire, vous avez des enfants qui vont arriver dans une nouvelle salle de classe dans laquelle il y a évidemment énormément de choses avec lesquelles ils peuvent potentiellement se blesser. C'est les cris, c'est les pleurs, c'est les hurlements, c'est les pipis, c'est les élèves dans la cour qui veulent pas quitter la mère. C'est une personne qui doit en gérer 28, faire en sorte que tout ça marche en file indienne. Comment voulez-vous que ce soit possible ? Comment voulez-vous que dans de telles conditions, vous puissiez tout voir ? Et quand bien même, imaginez, vous faites monter, il y a un étage par exemple, vous faites monter, ça aussi c'est un témoignage qu'on m'a envoyé, vous faites monter des enfants dans une salle de classe. Puis il y en a un, il s'arrête au milieu des marches d'escalier, il dit je veux plus aller en classe. J'y vais pas, vous faites quoi ? Vous arrêtez l'intégralité de votre classe, vous leur demandez à tous ceux qui sont rentrés de sortir et de rester dans l'escalier jusqu'à ce que l'enfant ait réussi à surmonter du coup sa peur pour rentrer dans la classe. Qu'est-ce que vous faites ? Et du coup, si vous choisissez de rester seul avec l'enfant, mais vous laissez 27 enfants sans surveillance dans votre classe ? Et si vous décidez de vous occuper des 27 enfants sans surveillance dans votre classe, vous laissez un enfant tout seul dans les escaliers ? Comment vous faites ? Vous essayez de le prendre dans vos bras et s'il vous résiste ? Comment vous faites ? Et ça, c'est des questions, en fait, évidemment, qui ne sont pas posées quand il y a ce genre de cas. Et l'objectif, c'est exactement pareil avec Manuel Valls, qui avait osé dire les sociologues veulent excuser les terroristes, c'est n'importe quoi. L'objectif n'est certainement pas d'excuser le geste de cette institutrice, parce que ce geste n'est pas acceptable. Ce geste, moi, il m'a fendu le cœur en deux.
Je veux dire, imagine que mon enfant on se fasse taper par un membre de l'éducation nationale. Vraiment, moi, c'est un truc qui me fend le cœur. Les parents doivent être absolument furieux. Je comprends qu'ils portent plainte. Mais à mon sens, en fait, la responsabilité individuelle de l'institutrice qui est très largement engagée dans la situation dans laquelle on est en train de parler actuellement, elle est tout aussi importante que la responsabilité de l'éducation nationale qui continue, en fait, à demander, à exiger absolument n'importe quoi à ces membres de l'éducation nationale qui sont vraiment des bons soldats et ils le savent. Vous savez que dans l'éducation nationale, le taux d'absentéisme est 2 fois plus faible au taux d'absentéisme dans les entreprises privées. Donc voilà, ils savent très bien que les enseignants, au final, comme ils ont quand même un tout petit peu la vocation au fond d'eux, ils vont quand même continuer à serrer les dents, à la fermer, et ils vont continuer à faire leur boulot. Et donc on continue à les essorer comme ça, année après année. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas assez d'AESH dans les salles de cours. Bah oui, si vous ne les payez pas au SMIC, peut-être que le métier sera un petit peu plus attractif. Ils sont en train d'expliquer, il y a une crise de vocation dans l'éducation nationale, on ne comprend pas, bah oui, non mais sans blague, non mais qui a les capacités physiques de tenir pendant 40 ans de sa carrière dans des classes avec 25 à 30 enfants de 3 ans? Ce n'est pas possible, vous ne tiendrez pas non plus. Je ne tiendrai pas non plus. Organiser un goûter d'anniversaire pour, pour votre garçon ou pour votre fille. Il y a 10 enfants dans une pièce, ça va durer 2 heures. Voyez comment vous ressortez, d'accord? Et c'est pas parce que ces personnes-là ont la vocation et ont été formées pour gérer ça que c'est plus facile pour ces personnes-là. D'autant plus quand c'était le cas pour cette enseignante, comment se fait-il qu'une enseignante de son âge se retrouve avec 28 enfants de 3 ans à gérer, dont 2 qui ont des besoins spécifiques, sans AESH dans la salle? Comment une telle chose est-elle possible? Et quand bien même cette rentrée pour elle s'était bien passée, comment peut-on s'assurer que dans sa classe, il y a 28 enfants, elle puisse assurer la sécurité des 28 enfants en même temps, toute seule? Ça me paraît invraisemblable. Ça me paraît invraisemblable. Déjà, quand vous avez un enfant à surveiller, un enfant qui a en dessous de 3 ans, vous relâchez la tension 5 secondes, il peut aller se cogner contre un coin de table, il peut ouvrir un placard qu'il n'est pas censé ouvrir, mettez des sécurités enfants évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi je refuse catégoriquement 2 choses. Un, je refuse de participer au bashing de cette enseignante parce que... voilà, avec ce qui est en train de se passer, le truc qui a été filmé, c'est sur les réseaux, son nom va évidemment pas tarder à sortir, on connaît déjà son école, merci les médias pour votre discrétion, je veux même pas imaginer la quantité de pensées suicidaires qui passe dans sa tête, je pense qu'elle est déjà parfaitement au courant que ce qu'elle a fait est scandaleux et que ça nous fout très en colère. On ne veut pas voir ça. Donc d'un côté, je veux absolument pas participer à ça, je veux vraiment pas participer à son bashing en disant bouh bouh bouh, comment est-ce que vous avez osé, vous êtes vraiment une tabasseuse d'enfant, bon ça va quoi. Mais d'un autre côté, je veux pas non plus l'exempter de cette responsabilité-là. Alors, peut-être que dans la formation des enseignants, je ne sais pas, il n'y a pas de cours de gestion de crise, justement. Peut-être qu'on ne leur apprend pas et qu'on ne leur dit pas, voilà, quand vous vous sentez dépassé, quand vous avez, je ne sais pas, une idée de maltraitance qui vous vient en tête, une crainte d'appliquer la maltraitance, voilà le protocole à suivre. Peut-être qu'ils n'ont pas ça, je ne sais pas. S'ils n'ont pas ça, c'est une faute. Il faut le faire. Donc, je ne veux pas l'exempter de sa responsabilité, c'est hors de question. 2, je ne veux pas non plus qu'on continue à la bâcher, à essayer de retrouver son nom. Il y a son nom qui est sorti déjà sur Twitter. Enfin, je veux dire, les gars, la méthode du call-out a un vrai sens lorsque la victime n'a pas d'autre choix et cherche à renverser une situation de puissance, de contrôle que l'agresseur peut avoir. Dans les cas ultra médiatisés comme ça, dans lesquels la justice est en train de se saisir des faits, le call-out, là, ça devient une sorte de vengeance cathartique, quoi, ça va pas. Et donc voilà, je veux pas l'exempter de sa responsabilité, j'espère qu'elle sera sanctionnée assez sévèrement. 2, je ne veux pas non plus lui tomber dessus. Et 3, j'aimerais que du coup cette histoire permette de se poser les questions sur la façon dont l'éducation nationale fonctionne. Parce que si vous voulez pas revoir exactement le même fait divers dans 3 semaines, 1 mois ou entendre les mêmes choses, il faut que la structure de l'éducation nationale change. À savoir arrêter ce bashing permanent dans les médias, le bashing permanent qui est organisé par le gouvernement, dégeler enfin leurs points de fonctionnaires. Arrêter de les fliquer en permanence, de leur demander ce travail administratif complètement abscon, d'augmenter les effectifs de classe, de faire en sorte de rendre de nouveau la profession attractive pour provoquer de nouveau un afflux massif d'enseignants dans ces milieux-là pour qu'on ne soit plus obligé de faire des classes d'enfants de 3 ans à 28. Enfin, ça n'a aucun sens. Et ça va être la même chose pour... là, on est en train d'apprendre qu'ils veulent diminuer les revenus des collectivités. Enfin, je veux dire, c'est les collectivités la plupart du temps qui payent les AESH aux écoles. Donc non, en fait, il va falloir que vous réinvestissiez de l'argent public dans les mairies. Vous utilisez l'argent de la TVA actuellement pour donner 100 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus grandes entreprises françaises. On en a besoin de cet argent, en fait. Cet argent-là, en fait, on a besoin que vous en récupériez au moins une partie et que vous l'investissiez là-dedans.
Sinon, rien ne va changer. Sinon, en fait, tous les mois, on va se retrouver à reparler sur cette chaîne d'un fait divers comme ça qui va toucher l'éducation nationale jusqu'à ce qu'on considère que ce soit plus un fait divers mais un fait social. Et puis on va s'indigner comme ça, et puis une fois qu'on se sera indigné, ça nous aura fait du bien, on aura l'impression d'être des bonnes personnes, on s'est indigné pour les bonnes choses, hein, puis on va passer à autre chose, quoi. Bah non, je suis pas d'accord avec ça, donc moi ce que je souhaite évidemment, c'est que ce fait divers aboutisse bien évidemment à une sanction pour cette enseignante, mais aboutisse aussi à une refonte de l'éducation nationale, mais le problème c'est qu'avec le gouvernement qu'on a, ça ne va pas arriver. Et notre responsabilité à nous, en tant que citoyens et de citoyennes, c'est d'exiger de la part de nos politiques qu'ils appliquent des politiques publiques. C'est d'exiger d'eux que l'argent qui est récupéré par les différents impôts et les différentes taxes en France soit réinvesti pour nous. Là, en l'occurrence, pour nos enfants. Et évidemment, dans d'autres circonstances, pour la santé. Parce qu'on a appris que les budgets de l'éducation nationale et de la santé allaient encore diminuer pour l'année prochaine. La situation va être encore pire pour les enseignants de l'éducation nationale l'année prochaine. Donc on va se retrouver de nouveau sans aucun doute là-dessus, on va se retrouver de nouveau avec ce type d'affaires où on va apprendre que un instit dans l'éducation nationale a giflé, tapé un enfant, l'a bousculé ou je ne sais quoi. Hein. Voilà de quoi je voulais vous parler. Voilà la hauteur que je voulais un petit peu prendre sur cette affaire. Bon, voilà, on espère qu'ils ont pu trouver un remplaçant ou une remplaçante pour la classe de 28 et surtout qu'ils ont pu trouver tout de suite une AESH pour l'aider à accompagner les 28 enfants parce que c'est tout seul, vraiment, c'est pas possible, quoi. Surtout avec deux enfants qui ont des besoins spécifiques. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir, les amis.